La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec le tirage au sort effectué ce matin à la Sénat. L'exercice a permis aux partis politiques en lice pour les prochaines élections communales et municipales de connaître leur position sur le bulletin unique. Il y a eu de l'innovation cette année, une approche saluée par les représentants des 5 formations politiques. Ulrich Gaba nous fera le point dès le début de ce journal. Et puis les 4 années de pouvoir, les 4 années de gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Talon ne sont pas passées inaperçues à la Fondation Malherosou. Les membres ont eu une lecture agréable des efforts fournis par le gouvernement dans plusieurs domaines. Ils apprécient aussi les mesures de l'État central dans la lutte contre le coronavirus. La Fondation Malherosou a rendu publique une déclaration à cet effet que nous suivrons dans un instant. À suivre également le point de la contribution de la GIZ en direction du gouvernement pour une riposte contre le Covid-19. L'appui du partenaire se résume en un important lot d'équipements médicaux suivi d'un apport technique à l'endroit des spécialistes locaux de laboratoires de diagnostic. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Les partis politiques en lice pour les prochaines élections communales et municipales connaissent désormais leur position sur le bulletin unique qui sera publié bientôt par la Sénat. Ils se sont retrouvés ce matin au siège de l'institution chargée d'organiser les élections pour la cérémonie de tirage au sort. Tirage au sort qui est une innovation cette année. Il faut dire qu'en lieu et place de la numérotation habituelle, chaque parti a tiré au sort une valeur de la démocratie. Voyons de quoi cela retourne avec Ulrich Gaba et Henri Ganti. Les 5 partis en lice pour les prochaines élections communales et municipales ont tous répondu présents à l'appel de la Sénat. Pour cette séance consacrée au positionnement des logos des partis politiques sur la maquette du bulletin unique, une innovation est introduite dans le processus. En lieu et place de la numérotation habituelle, chaque casier est baptisé. Entre fraternité, égalité, tolérance, paix et liberté, chaque parti devra tirer une valeur au sort. L'innovation de la Sénat a curieusement attribué à FCBE la position de la paix. FCBE a occupé la position de la paix que vous allez voir, c'est en bas du bulletin. Et donc ce que nous souhaitons pour ce pays, effectivement, c'est la paix, que nous puissions, disons, évoluer dans la culture de la paix et travailler au développement de notre pays. J'occupe la position, la liberté, qui est comme par hasard au-dessus, que je pourrais qualifier de numéro 1. C'est moi qui le dis. Donc je suis très satisfait de la position que le Bloc républicain a occupée. Nous devons prôner la liberté comme la paix, la fraternité, l'égalité, tout ça là. Donc tout est lié. Elle dit que le PRD a eu la position de la fraternité qui conduit indubitablement à la paix. Vous savez que c'est les valeurs que le PRD a toujours véhiculées, la paix, la fraternité. Donc ce que cela nous inspire, ça nous inspire simplement qu'il n'y a pas le hasard dans la vie. L'Union progressiste est à sa place, à la bonne place. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu mettre des chiffres pour pouvoir nous classer, mais nous pensons honnêtement que nous sommes dans notre bonne position, surtout la position de l'égalité. L'Union progressiste, c'est ce parti que vous connaissez, qui est un parti qui prône en réalité la social-démocratie et donc l'équité, l'égalité dans tout ce que nous faisons dans le pays. L'UDBN a choisi la tolérance. C'est une valeur que l'UDBN véhicule depuis toujours, vous voyez. Donc nous avons choisi cette valeur-là que nous allons continuer à véhiculer dans le pays. Et également, vous savez que nous véhiculons la valeur qui est la paix également. Donc tolérance et paix ensemble, vous voyez que c'est une très bonne chose. Au terme de la séance, les partis politiques ont signé le procès-verbal pour confirmer la légalité et la crédibilité de l'exercice. Ils s'engagent par ailleurs à promouvoir les valeurs qu'incarnent leurs casiers respectifs.
On jette un coup d'œil sur ces images qui nous viennent cette fois-ci de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Hier mardi, en effet, la HAC a rencontré les représentants des formations politiques en lice pour les élections du 17 mai prochain. Une séance de travail au cours de laquelle le président Rémi Prosper Moretti est revenu sur le contenu des décisions prises par les présidents des institutions de la République par rapport au scrutin. Mais il faut dire qu'il a été essentiellement question du mode de campagne électorale adopté dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. La campagne électorale se fera donc dans les médias, une initiative diversement partagée par les partis politiques concernés. Les débats ont été houleux, il y a eu clash par moment. À la fin de la séance, nos reporters ont tendu leur micro à quelques représentants de partis politiques que nous allons écouter. Cette séance nous a montré que nous avions deux missions. La première mission, c'est la pré-campagne, qui est une mission de sensibilisation des citoyens à aller voter. Parce que vous savez que la pandémie a insufflé des peurs, qu'il faut essayer de départir les citoyens de cette peur-là en les évitant à aller voter. Et la deuxième, c'est notre rôle, notre mission proprement dite, c'est d'aller à la conquête de l'électorat en leur demandant de voter pour tel ou tel parti. Que la HAC nous a fait des propositions que nous avons analysées ensemble. Mais en tout état de cause, nous comprenons la situation particulière que nous vivons actuellement dans le pays et nous, à l'Union progressiste, nous accompagnerons les mesures prises par l'État pour qu'au même moment les élections aient lieu, mais que nous puissions donc sécuriser nos populations. Maintenant, puisque la campagne est exclusivement médiatique, avouons que c'est déjà une restriction par rapport à l'habitude que nous avions lorsque nous devons battre campagne. Et dès lors qu'il y a ces restrictions, nous avons appelé l'attention de la HAC sur la possibilité qui doit s'offrir aux partis politiques de pouvoir entrer en partenariat avec des médias privés, payer leurs prestations et pour pouvoir toucher nos populations, pour pouvoir toucher l'électorat dans les coins les plus reculés du pays. Il y a une question essentielle de rester en suspens. Est-ce qu'un parti peut, en dehors des créneaux retenus par l'État, aller vers des radios, des télévisions pour susciter, pour compléter le cadre réglementé par les autorités? À cette question, on n'a pas pu trouver une réponse. La HAC nous reviendra pour nous situer de manière définitive. Si nous avons les moyens nous-mêmes d'accompagner la décision du gouvernement, qu'on puisse permettre aux partis politiques qui peuvent le faire, de le faire. Donc c'est sur ce point que nous ne sommes pas entendus et nous attendons donc que l'arbitrage soit fait au sommet de l'État. La Sénat a fait l'option d'une campagne électorale essentiellement médiatique pour les élections communales et municipales à venir afin d'éviter la propagation du coronavirus. Une proposition soumise le week-end écoulé aux partis politiques. Mais qu'en disent les candidats aux élections? Suivez ici l'avis de Clotaire Olidé. Il est membre du bloc républicain. En période de campagne, ce qui est attendu des acteurs, c'est que les uns, c'est-à-dire les candidats, aillent au contact des autres, les électeurs, pour présenter leur projet de société, pour expliquer ce qu'ils auront à faire au cas où les électeurs leur accorderaient leur suffrage. À partir de ce moment-là, c'est vrai, puisque c'est une élection de proximité surtout, l'idéal aurait été que le contact fût direct. Mais même sans qu'il y ait le contact direct, des messages peuvent passer, parce qu'il y a plusieurs canaux pour faire passer des messages. Alors aujourd'hui, on est contraint à utiliser uniquement les canaux médiatiques. Il s'agira, comme je l'ai dit tantôt, de faire en sorte que par ces canaux, le maximum d'électeurs potentiels soit atteint et que le message puisse leur être porté. La seule chose qui va manquer, ce sera peut-être la chaleur humaine, la présence face à face, qui justement reste une opportunité pour ouvrir le marché, entre griffes. Donc pour une fois, nous aurons à fermer le marché ou à réduire considérablement son fonctionnement, et ce serait une expérience de plus pour notre pays où nous avons pris l'habitude justement d'animer ce marché-là.
Mais il faut dire que, disons les choses de façon directe, cette corruption électorale qui avait ses beaux jours par le passé, ne favorisait pas l'émergence d'élus qui se mettent véritablement dans les fonctions qui sont les siennes. Ça favorisait plutôt l'émergence d'élus qui ont de l'argent, qui peuvent en distribuer facilement. Et au final, le résultat n'est pas souvent atteint. Le maintien des élections communales et municipales pour le 17 mai prochain en cette période de crise sanitaire continue d'être apprécié par nombre de personnalités politiques. Dans l'élément que vous allez suivre tout à l'heure, c'est Gustave Sonnon, ancien ministre chargé des relations avec les institutions, qui s'est prononcé sur le sujet. Il était l'invité du forum de discussion de l'émission Actu Matin ce mercredi. On écoute à nouveau Gustave Sonnon. Je crois que les présidents d'institutions sont dans une logique donnée. Dans la logique, si on analyse, c'est parce qu'on estime. Les élections sont prévues pour le 17 mai. N'oubliez pas que même dans les pays européens, on parle déjà d'un plan de déconfinement. Ça veut dire qu'on est dans l'espoir qu'avant cette date, cette fatidique date, on aurait déjà la camée par rapport à ces élections. Justement, en France, c'est le 11 mai prochain, oui, le déconfinement. Oui, et l'État même a prévu que les congés ont été prorogés jusqu'au 11 mai. Ça suppose que si l'État a estimé qu'on peut aller jusqu'à 11 mai, c'est qu'à partir de 12 mai, on pouvait reprendre... Le 10 mai, c'est le 10 mai. Ok, ça veut dire qu'on pouvait reprendre les cours. Si on pouvait reprendre les cours. Et l'autre aspect également, vous allez constater que dans nos pays, il n'y a pas la restriction des déplacements massifs et autres là. Nous menons de façon régulière les différentes activités. Et aujourd'hui, ces sélections s'organisent par rapport au code électoral là, dans les phases transitoires. Parce que ce ne sont pas entièrement toutes les dispositions de l'actuel code qui a été voté, qui sont en pratique. Parce que dans l'actuel code, il n'est plus prévu un report, un quelconque report, puisque les dates sont déjà fixées dans la Constitution. C'est-à-dire les dates sont fixées dans la Constitution. Donc, l'article 49 ou le 50 qui a été repris dans le code de 2018, qui interdisait tout report sauf l'âge consensus des partis politiques engagés, ne figure plus dans l'actuel code. Donc nous sommes dans la période des phases transitoires de ce code. En conséquence, c'est fort encouragé. C'est vrai, on a refusé. Et ça devrait nous amener peut-être à inventer d'autres modèles. C'est-à-dire, on a refusé les meetings, les attroupements. Est-ce qu'on peut craindre de la part des formations politiques qu'elles n'observent pas ces mesures-là, à savoir éviter les attroupements, étant donné que nous connaissons au Bénin, est-ce qu'on peut craindre que les formations politiques puissent contourner ces... Non, si c'est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun soit gendarme de chacun, on va inviter tout simplement les gouvernants à mettre à disposition les forces de l'ordre. Parce que même le cordon sanitaire, quand c'est placé à Renvi, il y a des gens qui quittent toujours Boycon pour venir à Cotonou. Mais j'ai posé la question, mais comment vous vous débrouillez? On dit non. Vous prenez un véhicule, vous arrêtez à Alada, et puis c'est les motos qui vous prennent par des voies détournées, vous vous retrouvez à Ouébo, et puis vous reprenez encore Tassi. Je dis, mais ça, quand est-ce qu'on sera vraiment discipliné? On dit c'est la mort qui arrive. Et c'est l'invisible même. Si c'est une guerre visible, on voit l'ennemi. Ici, maintenant, c'est une guerre, mais l'ennemi est invisible. Et on dit, voilà comment il faut faire, mais on contourne. Je crois que c'est pareil aussi à Ouida, un peu partout. Et c'est ce qui a contraint le gouvernement à élargir un peu le cordon pour pouvoir resserrer un peu les frontières. Ces moyens qu'on a l'habitude de gaspiller lors des meetings géants qui ne donnent même pas grand-chose. La population exige le porte-à-porte qui a une forme d'escroquerie entre griffes, puisque ça n'existe dans aucun document, et ça n'apporte même pas grand-chose. Je crois qu'on pourra utiliser ces sous pour construire, pour faire des œuvres à grande échelle au profit de la population.
Vous l'annoncez en titre, les membres de la Fondation Malherosou étaient ce matin face aux hommes des médias pour apprécier les 4 années de gestion du pouvoir de la rupture. Les réformes engagées dans les différents secteurs ont été examinées avec l'invite au chef de l'État de ne pas s'arrêter en si bon chemin. La Fondation Malherosou s'est également prononcée sur les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Suivons maintenant la teneur de la déclaration rendue publique par le secrétaire général de la Fondation en question. En ce qui concerne le ministère de l'Énergie, depuis plusieurs mois, il n'y a plus de coupures intempestives et l'électrification rurale dans presque toutes les villes de nos départements devient une réalité. En parlant du ministère de l'Eau et des Mines, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau potable est désormais présente dans 80% des villes du Bénin. Du côté du ministère des Infrastructures et des Transports, la première phase d'asphaltage est en cours dans toutes les grandes villes du pays et les travaux du pavage des voies qui ne font pas partie du projet d'asphaltage sont également en cours. D'ici 2021, les gens apprécieront mieux les efforts du président Patrice Talon dans ce domaine. Par rapport au ministère de l'Enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur, les apprenants ont pu finir leur cursus sans qu'il n'y ait de grève et l'enseignement de l'anglais à l'école dès le primaire. Pour le ministère du cadre de vie et du développement durable, nous félicitons le gouvernement pour avoir accepté de prendre en compte l'entretien des voies et l'assainissement de la ville de Cotonou. Concernant le ministère de l'Agriculture, nous avons constaté que les producteurs de coton sont allés jusqu'à 500 tonnes, sans oublier l'installation de plusieurs usines de transformation de nos produits sur place. Il est à souligner que notre diplomatie est en marche dans la mesure où notre pays est désormais respecté sur le plan international. Grâce au savoir-faire des magistrats de la Criette, le taux de corruption diminue petit à petit. Sur le plan financier, notre pays a reçu beaucoup de subventions extérieures, ce qui a conduit à une augmentation du taux de croissance économique du PIB, qui est désormais de 6,7%. Nous avons constaté que les crédits accordés aux femmes, qui étaient de 2 milliards par le passé, est passé à 10 milliards. Nous déduisons donc aisément que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de réussir son pari sur tous les plans. La Fondation Malherosou félicite encore le gouvernement qui ne cesse de nous émerveiller. Concernant la lutte contre le Covid-19, la Fondation Malherosou a installé des banderoles contenant des messages de sensibilisation à l'égard des populations. Nous avons également décidé de louer des voitures équipées de haut-parleurs pour sillonner les rues de Cotonou et distribuer des masques et des gants à une partie des plus démunis de la population, aux agents de la force républicaine en mission dans les zones à risque qui couvrent le cordon sanitaire. Le gouvernement béninois a bénéficié d'un appui conséquent de la GIZ dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'un lot d'équipements médicaux suivi d'un apport technique à l'endroit des spécialistes locaux de laboratoires de diagnostic. Tout s'est déroulé au cabinet du ministre de la Santé en présence de nos reporters Ali Moumouni et Moufid Sabour. Reportage. Ces 3 experts sont au Bénin depuis le 8 avril dernier. Ils sont des spécialistes allemands dépêchés au Bénin à la demande du ministère de la Santé pour renforcer les capacités de ceux nationaux
pour une prise en charge plus efficiente des patients de la COVID-19. Nous avons travaillé sur la détection du coronavirus. Nous avons aussi installé un nouveau système pour le test et une nouvelle machine pour optimiser le processus de diagnostic lié à l'évaluation du développement de la capacité humaine à lutter contre le coronavirus. Cette formation des spécialistes béninois est une action de la GIZ pour accompagner le Bénin dans sa stratégie de lutte contre la COVID-19. La République fédérale d'Allemagne a également offert au Bénin des kits de tests et du matériel de laboratoire d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. De pouvoir être ici ce matin ensemble avec vous, parce qu'en tant que partenaire, on fait tout ce qu'on peut pour nous aider dans une situation qui nous affecte communément. Selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Bénin, ce geste n'est qu'une partie de ce qui est prévu pour accompagner le gouvernement béninois. Dans les prochaines semaines, des kits d'extraction, un dispositif de détection et d'autres équipements de test du coronavirus seront envoyés au Bénin. En fait, c'est le signal en fait, de la bonne relation qui existe entre nos deux pays et qui doit pouvoir se perpétuer. Nous avons reçu un lot de matériel vraiment assez essentiel pour nous. Du matériel de diagnostic qu'il nous fallait et qui sont arrivés, je dirais, à bon moment. Et nous sommes très heureux que le gouvernement ici agit de manière fort prudente, prévoyante et fait tout vraiment ce qui est dans ses possibilités pour protéger pas seulement le peuple béninois, mais aussi nous qui nous vivrons ici ensemble avec vous. De plus, la coopération technique allemande au Bénin, la GIZ, à travers ses différents projets et programmes, entend réorienter ses ressources pour la riposte contre la COVID-19. Un montant estimé à 3,41 millions d'euros qui servira à financer les différentes activités du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus au Bénin. Une délégation conduite par le ministre de la Santé a procédé hier mardi à la remise officielle d'un important lot d'équipements médicaux aux membres de la plateforme départementale Atakora de réduction des risques et catastrophes. Ce geste du gouvernement vise à contribuer à la riposte contre le coronavirus dans ce département du Nord Bénin. Les précisions avec Alassane Arona et Kadri Bakoni. Des équipements médicaux pour assurer la protection des personnes mises en quarantaine et celle du personnel soignant de l'Atakora, mais aussi un impressionnant dispositif sanitaire pour assurer la mise en œuvre efficiente des prescriptions du gouvernement en matière de prévention de la propagation de la COVID-19. C'est ce lot de matériel que cette délégation gouvernementale, conduite par le ministre de la Santé, est venue remettre aux membres de la plateforme départementale Atakora de réduction des risques et catastrophes pour la gestion de cette crise sanitaire. C'est ce matériel que nous avons eu à remettre à la présidente de la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes. Elle est composée de masques chirurgicaux. Il y avait 100 000 masques dédiés pour la riposte ici. De visières pour les équipes de santé qui doivent assurer les prélèvements. Il y avait 10 000 visières. D'équipements de protection individuelle pour les équipes chargées de la prise en charge. Ça en avait 5 000. Et également de gel hydroalcoolique. Il y avait également des dispositifs de lavage de mains. Il y avait également du savon, des produits de toilette pour les enfants qui sont en quarantaine également. Depuis le démarrage au Bénin de la riposte contre la COVID-19, au total, 140 personnes de nationalité béninoise en provenance du Burkina Faso ont été mises en quarantaine dans l'Atakora, dont 59 déjà libérées, et 2 placés dans les sites de prise en charge de Cotonou. Dans cette riposte contre ce redoutable virus au Bénin, la dimension sociale n'est pas occultée. En plus de ces équipements médicaux, un impressionnant lot de matériel d'hygiène sera également mis à la disposition de la plateforme départementale. Et nous sommes venus avec des dispositifs de lavage des mains, du matériel d'hygiène, brosse à dents, filet, du savon en quantité suffisante, des nattes, etc., pour les personnes qui sont justement entrées par les frontières et que nous sommes obligés de mettre en quarantaine pour qu'ils aient le minimum de confort d'hygiène possible. À côté de ça, je parlais de l'appui psychologique que doivent apporter les assistants sociaux dans ces endroits pour être à côté des agents de santé, pour accompagner
ces personnes qui sont mises en quarantaine, nos concitoyens, et que j'ai aussi invité à vraiment beaucoup de patience, beaucoup de courage, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Tout en rassurant la délégation gouvernementale de la rigueur imprimée autour des centres d'hébergement des personnes mises en quarantaine, le préfet de l'Atakora s'engage à poursuivre la mise en œuvre des mesures gouvernementales de riposte contre cette pandémie et à gérer de façon efficiente le matériel mis à la disposition de la plateforme départementale. Les matériels que nous réceptionnons ce jour permettront davantage d'affiner la stratégie de riposte et d'endiguer la propagation de ce virus. Je voudrais volontiers mentionner ici la disponibilité entière et permanente de tous les membres du gouvernement pour leur appui dans la gestion de la crise au niveau du département de l'Atakora. Pour finir, je voudrais vous réitérer, Madame et Messieurs les ministres, de notre ferme engagement à poursuivre la mise en œuvre des mesures de riposte contre cette pandémie. Et ces matériels serviront exclusivement et de façon efficiente à la gestion de la crise. Au-delà de cet engagement solennel de l'autorité préfectorale, les 4 ministres du gouvernement vont tour à tour exhorter les populations au respect strict des gestes barrières et à la distanciation sociale avant d'effectuer une descente sur les sites d'hébergement des mises en quarantaine pour s'assurer que les recommandations du gouvernement sont respectées à la lettre. Alassane Arona de notre antenne régionale Atakora Donga basée à Natitengo. Mesdames, Messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, nous allons feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.